Le tatoueur est un individu qui ne se targue point d'élégance. Il cumule d'ordinaire cette artistique profession avec celle de ramasseur de bouts de cigare, de preneur de rats ou de tondeur de chiens, sans compter d'autres occupations moins avouables. On le rencontre à Marseille sur les ports, à Paris sur les fortifs. On le trouve aussi au voisinage des maisons centrales, à moins qu'il n'y soit admis comme pensionnaire. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du French Tattoo Museum. Alors une émission qui a été, ma foi, un peu plus compliquée à écrire enfin un peu plus longue en tous les cas que la première sur les Apaches, puisque j'ai profité des vacances pour sillonner un peu notre beau pays à la recherche de documentation et j'en ai trouvé dans les archives départementales, dans les bibliothèques nationales consacrées aux vieux ouvrages et également à l'ENSP que je remercie vraiment très très fort de m'avoir accepté dans ses bureaux, de m'avoir ouvert ses portes. Nous avons pu ainsi travailler à regrouper un petit peu toutes les archives qu'ils avaient sur le tatouage en France. Avec Annick et Margot, nous avons pu notamment classer le fonds du docteur Locard, qui a beaucoup étudié le tatouage et qui nous a laissé un merveilleux travail, et joyau de la collection, le recueil La Cassagne, qui contient des centaines de photos anthropométriques réalisées entre 1920 et 1940 au laboratoire photographique de la préfecture de Lyon, sous la responsabilité du docteur Jean Lacassagne, fils d'Alexandre, fondateur de la police scientifique moderne. Alors je vous laisse admirer ces images tournées par Margot. Ce livre très fragile est le Saint Graal en ce qui concerne l'histoire du tatouage français. Ce qui m'a fait totalement repenser cette émission, réécrire cette émission, afin de vous donner peut-être un petit peu plus de détails. L'histoire du tatouage en France en 1900, c'est un petit peu un rendez-vous manqué, je pense, avec l'histoire, puisque dans un même papier, les journalistes, ils sont pratiquement tous d'accord, stigmatisent le tatouage en France. Et on va dire l'encens pratiquement quand il s'agit des pays étrangers, je pense particulièrement au Japon, où carrément là on va parler d'art, du tatouage, de décoration intradermique, etc. Les adjectifs qui encensent le tatouage ne sont jamais assez forts. Et également quand il s'agit de l'aristocratie européenne qui se fait beaucoup tatouer à cette époque-là, puisque les rois et les reines envoient leurs enfants sur des navires. Il y en a qui reviennent de Yokohama avec des tatouages, et là on trouve ça tout de suite fantastique. Et la presse française, en même temps qu'elle n'a pas assez de mots agréables pour décrire ce tatouage, n'a pas assez de mots détestables pour décrire le tatouage en France, qui a été interdit par l'armée, tout d'abord, la marine. Les tatoueurs sur les bateaux se servaient beaucoup de leur salive pour tremper un petit peu l'encre, donc on avait des problèmes d'hygiène de gars qui tombaient malades, de marins, donc la marine française avait mis le holà tout de suite. Donc forcément, il nous reste les Apaches, les mauvais garçons, ceux qui rentraient du bagne, des bataillons d'Afrique et tout ça, donc bon voilà, très stigmatisant, même pour les personnes qui se faisaient tatouer, c'était quelque chose d'assez honteux quand même. Nous avons des papiers qui sont réellement anti-tatouage, écrits par des gens totalement hermétiques à la discussion sur le sujet. Ceux qui nous font connaître le tatouage, c'est le docteur Locard, le docteur Lacassagne, le docteur Lombroso, le Bertillon. Donc c'est soit des gens qui s'intéressent à la criminologie, soit des gens qui étudient les criminels, soit des gens qui étudient les aliénés mentaux. Enfin voilà, on a un petit peu toute cette catégorie de population. Et puis aussi les journalistes d'ailleurs, quand ils interviewaient des tatoueurs, ils se gardaient bien d'aller dans les terrains vagues la nuit sur la butte ou dans les fortifications,
Ils allaient voir des vieux tatoueurs. Donc les 4 personnages qui étaient les plus connus à l'époque, hein, c'était des personnes de plus de 70 ans, ça je vous le redirai en fin d'émission, parce que c'était plus simple, hein, d'aller voir le père Louis dans un mastroquet pour l'interviewer. C'était des gens plutôt débonnaires, qui avaient l'air d'être plutôt sympas et qui n'étaient pas avares de raconter comment se pratiquait leur drôle de métier. Donc avant de commencer, je voulais vous faire part d'un livre qui vient de sortir, Tatoueur français, l'histoire des cartes de visite de 1960 à 1995, donc l'histoire du tatouage français par les cartes de visite, édité par Jérôme Pierrat et moi-même. Nous sommes vraiment très contents de ce livre. Nous avons pris un réel plaisir à le faire. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le découvrir. Si vous vous êtes fait tatouer dans les années 70, 80, jusqu'en 1995, vous retrouverez certainement votre tatoueur à l'intérieur. Nous avons mis nos collections à jour avec certains amis qui nous ont aidés, que je remercie ici, pour vous mettre à peu près 270 cartes de tatoueurs, je pense. Voilà, donc de Bruno à Pigalle en 1960, le premier, jusqu'à 1995, puisque à partir de 95, Internet arrive, et là c'est une ambiance tout à fait différente à partir de cette année-là, puisque là des tatoueurs, il en arrive des centaines tous les mois. Bruno de Pigalle, qui il n'y a pas longtemps me disait que dans les années 1960-1961, il envoyait des gens dans le métro avec des paquets de cartes de visite à lui, qui avaient comme instruction de les jeter par terre dans le métro pour que les gens les ramassent et se disent tiens, qu'est-ce que c'est? Ah tiens, une carte de tatoueur. Donc quand il m'a dit ça, inutile de vous dire que j'ai perdu les os, puisque pour moi ces cartes de visite sont vraiment des petits trésors. Bref, enfin voilà, c'était pour la petite anecdote. Parlons maintenant de nos 4 tatoueurs parisiens. Donc à cette époque, plusieurs tatoueurs exercent leur art dans la capitale. Certains ont même une bonne réputation, assez en tous les cas, pour faire parler d'eux dans les journaux. Mais ceux-ci, même à ce sujet, ne s'accordent pas sur qui est le roi des tatoueurs. Il faut dire qu'à cette époque, dans les journaux, les tatoueurs sont représentés soit comme de grands marginaux, comme je vous l'expliquais, soit comme des dégénérés, soit faisant presque partie d'une société secrète, bien sûr, afin de faire vendre plus de papier, un petit peu comme quand on parle de la franc-maçonnerie ou de choses comme ça. La réalité étant, bien sûr, beaucoup moins fantasque et beaucoup moins idyllique, comme nous allons le voir. Les personnes qui pratiquent de façon, on va dire, plus ou moins sérieuse le tatouage en 1900 le font souvent en complément d'autres activités. Faisons un peu d'ailleurs le tour de ces métiers de l'époque, aujourd'hui disparus, vous allez voir, il y en a vraiment des drôles. Alors chez les tatoueurs, nous retrouvons souvent des mégotiers, appelés également des cueilleurs d'orphelins, métier qui consiste à ramasser des mégots par terre afin de récupérer les quelques restes de tabac encore fumables pour en faire des paquets et les revendre au petit peuple. Alors il est bien évident que le mégotier opère surtout dans les beaux quartiers, par exemple sur les Champs-Élysées, à la recherche de gros restes de bouts de cigares ou à l'entrée des salles de spectacle, où le passage, bien sûr, est beaucoup plus dense. Il y a également comme métier ce qu'on appelle les vendeurs d'arlequins, métier où l'on récupère les restes plus ou moins avariés, donc les regatons des restaurants bourgeois et des ambassades, avec lesquels on recrée des assiettes attirantes à l'œil pour les revendre principalement aux ouvriers de Châtelet-Les-Halles. Le mot arlequin vient de ce que ces plats sont composés de pièces et de morceaux assemblés de plusieurs couleurs qui font penser à l'habit du citoyen de Bergame. Certaines bourgeoises un petit peu avares viennent également acheter de quoi nourrir leurs chiens de luxe, leurs bichons favoris ou leurs levrettes d'Italie. Nous avons aussi des vendeurs de sangsues qui se trempent dans la Seine jusqu'au cou et jusqu'à en avoir une bonne quantité accrochée sur la peau et qui les revendent soit aux docteurs qui s'en servent pour pratiquer des saignées, soit ils se mettent sur le bord de la Seine et ils les louent 30 sous pour quelques minutes. Vous pouvez vous faire une saignée comme ça sur le bord de la Seine. Il y a également ce qu'on appelait les marchands de mourons, dont je vous ai parlé dans la première émission, qui vendent des herbes trouvées dans les terrains vagues des fortifs pour faire de petites soupes pour les plus pauvres ou pour ceux qui ont un peu plus d'argent pour nourrir leurs oiseaux. Il y a également les décrotteurs de chaussures ou ramasseurs de crottes de chiens, un métier qui rapportait assez d'argent, avec des gens qui revendent leurs marchandises aux maroquiniers et aux mégiciers qui les utilisent pour polir les gants blancs.
Ce métier a beaucoup souffert des faussaires qui se sont mis à fabriquer de fausses déjections de chiens, alimentant bien sûr un trafic juteux, mais faisant descendre le cours du kilo de crotte à son plus bas. Vous voyez que même eux étaient victimes des faussaires. Vous l'aurez compris, hein, les petits métiers en tous les cas ne manquent pas pour nos tatoueurs quand la clientèle se fait plus rare. Mais à cette époque, 4 tatoueurs vont sortir leur aiguille du jeu. La raison qui m'a fait m'y intéresser, c'est qu'ils sont presque, je dis bien presque, exclusivement tatoueurs et qu'ils se revendiquent en tous les cas clairement comme tels. La presse d'ailleurs ne s'y trompe pas et c'est vers ces 4 buveurs d'encre qu'elle se tourne lorsqu'il faut parler de cet art qu'on nomme alors fleur de pavé ou fleur de macadam dans le milieu de la pègre et monstruosité intradermique pour aliéner dans les milieux bourgeois. Mais bien sûr, au-delà de ces 4 tatoueurs, il en existe beaucoup d'autres dans Paris. J'en ai trouvé un certain nombre qui opèrent sous le pont Notre-Dame, sur les quais de Seine ou sur les ruines des fortifications, comme Mirols, dont je vous parle dans la première émission sur les Apaches, celui qui a été condamné à la guillotine, ou alors Louis Lebrun, dont je ne vous ai pas parlé, qui faisait partie de la bande à Toto, qui retapisse d'encre tout le quartier Sainte-Marguerite à cette époque-là, en plus de ces méfaits dont se plaignent tous les commerçants du coin au commissaire Goulier, jusqu'à ce qu'un soir, sortant d'un estaminet pur la vinasse, le tatoueur Lebrun, complètement ivre, sur le boulevard Richard Lenoir, se mit à injurier copieusement les passants. Alors bien sûr, comme ceux-ci protestaient, il sortit de sa poche un revolver et se mit à faire feu de tout bois à plusieurs reprises dans leur direction. Le commissaire Goulier l'envoya tranquillement continuer sa carrière d'artiste en prison. Mais parlons maintenant de nos 4 décorateurs intradermiques. Alors pour le journal, le père Louis fait figure d'emblème entre tatoueur et détatoueur. Alors il est décrit comme ça, petit, vieux, tout sec, portant une barbe poivre et sel, mal peignée, vêtu d'une longue redingote marron et coiffé d'un chapeau mou. Alors le père Louis parcourt les faubourgs d'un pas traînard, s'arrêtant aux portes des mastroquets chez lesquels il raccroche sa clientèle, composée le plus souvent d'éphèbes que séduit l'orgueil de pouvoir exhiber un cœur traversé par un poignard ou quelque autre composition du même style. Il est tellement réputé que Bertillon lui-même, l'inventeur de l'anthropométrie criminelle, une science qui consiste à prévenir d'éventuels comportements criminels en mesurant et en étudiant les traits du visage, c'est une science qui à l'époque est toute nouvelle, novatrice, Bertillon donc le supplie, paraît-il, de ne plus enlever les précieux marquages si utiles pour établir l'identité des accusés. Alors bien sûr, on imagine bien mal Bertillon s'en venant voir le père Louis dans le fond d'un réduit fangeux pour le supplier de quoi que ce soit, à part peut-être pour lui demander son chemin en pleine nuit, et encore. Pour son confrère, l'éminent docteur Lacassagne, qui lui pratique l'anthropologie criminelle, donc l'étude, là, pour le coup, psychiatrique de sujets criminels, le tatoueur en vogue, c'est le père Zéphirin, à qui il donne le titre ronflant de tatoueur d'Apache, ni plus ni moins. Alors pour le surplus, Zéphirin est ramasseur de bouts de cigares, lui aussi. Il est armé d'un paquet d'aiguilles et de divers colorants, de l'encre, alors il nous explique quand même par le détail, de l'encre bleue, de l'encre rouge et, summum du luxe, de l'encre de Chine. Les tatoueurs de cette époque utilisent ce qu'on appelle, nous aujourd'hui, du noir de fumée, ils appelaient déjà ça comme ça à l'époque, qui consiste à brûler une matière qui va dégager une fumée épaisse et très toxique au-dessus d'un bol pour que la matière s'y colle et qu'on mélange avec de l'eau pour créer une espèce de pâte dégueulasse toute noire, ou alors simplement ils prennent du charbon qu'ils pilent en poudre pour l'injecter sous la peau du client. Alors avec son encre de Chine, bien sûr, Zéphirin montre un professionnalisme et une hygiène qui semble pratiquement irréprochable, puisqu'il va même jusqu'à désinfecter la peau de ses patients avec une petite goutte d'eau de vie, peut-être maison, avant de coller le papier calque huilé où s'étale le dessin, le plus souvent d'ailleurs dessin trouvé dans le Petit Parisien illustré. Puis il commence à marcouser le client, et parfois, faute d'eau distillée, il lave ses aiguilles avec sa salive ou son urine, directement il pisse sur ses aiguilles. D'ailleurs, il a voulu même que ses clients attrapent souvent de mauvais furoncles, la classe, quand on sait que c'est un des plus propres de la profession. Il officie dans des gargotes, le plus souvent contre du vin, ou un bol de soupe, ou alors quelques pièces. D'ailleurs, en parlant d'hygiène, dans ce document très rare, on peut voir un tatoueur parisien éprouver la pointe de son aiguille en se piquant lui-même le doigt avant de tatouer son client. Cette séance, tournée pourtant bien plus tard, en 1957, nous fait mieux comprendre pourquoi la syphilis était autant répandue chez nos tatoués. Pour le Figaro, le tatoueur des Apaches,
et qu'on retrouve, je pense, le plus souvent dans les journaux, c'est Charles Rémy, ou plutôt le père Rémy. Il pratique, lui, le brodanchage de Cohen aux 60 rue des Poissonnières, à Montmartre. Il occupe dans un hôtel meublé, l'Hôtel de l'Avenir, une modeste chambre de 20 francs par mois. Alors, pour gagner 20 francs en 1900, j'ai calculé, il faut faire entre 15 et 20 tatouages, ce qui demande quand même d'avoir un certain roulement de clientèle. Et quand les clients se font plus rares, le père Rémy est distributeur de prospectus. Vous voyez qu'ils avaient tous quand même des petits métiers à côté. Quand il fait beau, il tatoue également dehors, souvent au bord de l'eau, où la canaille aime à venir en bande pour se baigner. Et il va ainsi tatouer comme ça pendant quelques années quand même, surtout à la Villette. Mais en janvier 1902, malheureusement, a lieu la fameuse rafle de la Villette qui va se solder par 55 arrestations. Cette nuit va s'appeler dans la presse la rafle des tricards. Tricard en argot veut dire interdit de séjour, mais à son origine cela veut dire d'un homme qui méritait la trique, tout simplement. Donc une véritable chasse à l'homme dans les docks va être orchestrée par 2 cordons d'agents de police du 19e arrondissement de Paris. Tous les individus vont être emmenés dans les bureaux de M. Ducrot, commissaire de police de la Villette, où le magistrat et son secrétaire, M. Becker, vont interroger longuement ces gredins. Presque tous portent sur le corps des tatouages significatifs. Beaucoup de nos gaillards viennent de l'ancienne bande des Grains de Beauté. Il est quand même utile de le préciser, parce qu'elle avait fait beaucoup parler d'elle l'année précédente, en 1901. Les étoiles au poignet droit ou encore les mots sans pitié tatoués au milieu d'un cœur que traverse un poignard vont être relevés et ainsi classifier nos mauvaises graines par bande et par catégorie. Alors voilà bien une nouveauté qui va rester en mémoire chez la truandaille et qui vont commencer à voir le tatouage d'un œil totalement nouveau et à voir comme un éventuel indice compromettant une fois arrêté par la poulaille. D'ailleurs, si à cette époque la police est appelée Poulet, encore aujourd'hui d'ailleurs, on les appelle encore les Poulets, on le doit à Jules Ferry, qui en 1871 met à disposition de la préfecture de police la caserne de la Cité pour en faire son siège. Cette caserne ayant été bâtie sur l'emplacement de l'ancien marché aux volailles de Paris, le sobriquet de Poulet est donc alors donné aux policiers de la capitale et ensuite bien sûr de toute la France. Après cette rafle, le pauvre père Rémy sera interdit d'exercer son art à la Villette au bord de l'eau. Rémy est un vieux bonhomme lui aussi, à la figure franche et ouverte, bien simple, bien tranquille, ne posant pas à l'artiste, comme on pourrait le croire, quoiqu'il soit d'une grande habileté et d'une assez grande notoriété pour l'époque. Il utilise des aiguilles très fines, des aiguilles à broder du numéro 12, nous explique-t-il. Il utilise aussi de l'encre de Chine, comme ses 3 collègues, et pour le rouge, il précise du vermillon très pur. Le père Rémy a un passé assez fort. Il est né en 1829 et en 1846, il s'engage comme matelot sous les ordres du prince de Joinville. Libéré, il travaille comme sculpteur sur bois, donc déjà un métier assez artistique. Il travaille dans divers ateliers de Paris. Rappelé lors de la guerre de Crimée, il part dans la Baltique sur l'Inflexible et ensuite dans la mer Noire. Et enfin, il termine par la campagne du Mexique. Alors, il va tatouer en Chine, en Afrique, en Amérique, partout où comme marin il va naviguer. Tout cela, bien sûr, lui vaut une notoriété indiscutable chez les affranchis et autres gisquettes de concours. Et pour la petite histoire, si les prostituées étaient appelées gisquettes, on le doit au préfet Gisquet qui avait fait l'obligation à ces dames d'avoir sur elles une carte faisant état de leur métier. Mais le père Rémy ne donne pas que dans le monde de la pègre, sa clientèle, semble-t-il, vient de toutes les couches sociales. On vient le voir de très loin, souvent, pour sceller une rencontre amoureuse. Chose rare pour l'époque, il signe ses plus belles œuvres. Ça, c'était, j'ai que lui comme exemple qui fait ça. Donc il signe avec une petite colombe déployant ses ailes. Donc si vous voyez un joli dos avec une petite colombe en bas, vous saurez que ça vient du père Rémy. Il refuse, chose bizarre également, quelques prix qu'on lui offre, de faire des dessins indécents ou des inscriptions inconvenables. Il dit que jamais il n'accepte par exemple d'écrire mort aux gendarmes ou à bas les vaches. Une nuit d'août, le père Rémy va se faire agresser par une troupe de marloupins qui tentent de lui dérober son recueil garni d'une centaine de modèles, le travail de toute une vie. Cette agression peu banale va nous être relatée dans les journaux de l'époque, qui vont conclure que personne n'est à l'abri, pas même le tatoueur, qui pourtant à cette époque est plutôt respecté dans le milieu de la truandaille. Et enfin pour le journal Le Matin,
le concurrent direct du journal, comme je vous l'avais expliqué, le tatoueur le plus achalandé dans le monde de la pègre parisienne, c'est Médéric Chanu, qui est le seul à nous avoir laissé un portrait croqué par un dessinateur lors d'une interview. Le père Chanu officie rue de Cîteaux, chez Alfred, un petit marchand de vin. C'était la coutume à l'époque, 90% des tatoueurs font ça chez des marchands de vin. Établi derrière l'hôtel Saint-Antoine, le père Chanu est un homme de taille moyenne, au visage glabre, aux cheveux en broussailles, aux sourcils épais, qu'il fronce d'un air peu rassurant en mettant ses énormes besicles et en insultant ses mauvais clients d'Auvergnat, ce qui m'a fait beaucoup rire. C'était l'insulte suprême pour l'époque, mais je viens quand même un petit peu de cette partie de la France. Chanu a commencé sur le tard, c'est à l'hôpital de la Pitié qu'il fait la connaissance d'un ancien disciplinaire qui lui apprend à tatouer vite et bien. Il dira d'ailleurs en parlant de lui, il n'y en a pas beaucoup comme Bibi pour vous habiller un homme dans le feuillage d'une forêt. Il est lui aussi surnommé le tatoueur des Apaches, ce qui, entre parenthèses, est totalement vrai. Ami du célèbre Manda, le grand concurrent de Leka, comme je vous avais expliqué dans la première émission, et d'un autre Apache connu, Ballet, il dira parlant d'eux, en voilà deux pour lesquels je me ferais tuer comme un chien. Vous voyez à quel point il était respectueux envers les Apaches. Chanu marque principalement la bande de Belleville, les Cœurs Unis, la bande des Grandes Beautés. Et pour ce qui est la bande des Cœurs d'Acier, il dira plein de dédain. Oh, ceux-là sont des chiffonniers, voyez-vous, malgré le cœur étincelant placé sur une enclume qu'ils se sont fait graver sur le poignet gauche. Donc je pense que les Cœurs d'Acier se faisaient tatouer par un concurrent de notre ami. Il revendique sans affilié, tatoué par ses soins, principalement des lentilles sous l'œil. Ce que Médéric appelle des lentilles, ce sont simplement des points. Celui sur la joue survit d'ailleurs aux Apaches, on le retrouve jusque dans les années 80. Il devient, selon la mode, le point du guap, entendez le point du voyou, ou aussi plus tard le point du mac. Il est situé sous le coin de l'œil gauche. En revanche, sous l'œil droit, c'est le point de Frey, donc le signe de reconnaissance des homosexuels à cette époque-là. Donc il valait mieux ne pas se tromper de côté. Pour les filles, c'est un faux grain de beauté, le point de brique qu'on appelle, sur la pommette ou à l'angle de l'œil gauche. Ces 4 tatoueurs certifiés, donc comme je vous l'expliquais, sont les plus connus de leur époque. Tous les 3 ont une clientèle, des carnets de modèles avec plusieurs dessins, des fois même plusieurs carnets, du matériel, on va dire, assez fiable. Je précise qu'ils ont entre 50 et 70 ans, comme je vous l'ai dit en début d'émission, ce qui les met de facto en dehors du système des bandes. D'autres tatoueurs exercent dans Paris, mais ils ne peuvent se prévaloir d'une telle réputation. Nos 4 tatoueurs vont lentement disparaître, en même temps que le phénomène Apache dans les années 1920. Et aussi à cause du fait que les voyous se tatouent moins, depuis que le bertillonnage existe. Ils ont bien compris que pour vivre heureux, vivons cachés, et vivons cachés aussi au niveau de la peau. Il faudra commencer à attendre peut-être les années 50 pour voir arriver une nouvelle génération de tatoueurs, on va dire presque en voie de clochardisation quand même. Je pense par exemple au tatoueur Marceau, qui tatouait sur les bords de l'Arsenal à Paris, mais il y en avait d'autres. Ce phénomène, je pense, s'explique aussi parce qu'à la fin de la guerre, les bagnes disparaissent et on envoie toute une population comme ça dans les grandes villes. Donc nous en viennent comme ça des gens qui arrivent du bagne, qui ne savent rien faire finalement, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont plus de famille, mais qui sont tatoués et qui terminent quand même dans des petits cafés à Paris. Même d'ailleurs à cette époque-là, un trafic se crée un trafic de peau humaine. On vend des petits porte-monnaies en peau humaine tatouée. Il y a un petit trafic qui se fait là-dessus. Donc des gens se font enlever des morceaux de peau, les revendent de la taille d'un timbre ou un petit peu plus grand, ça dépend le prix qu'on a envie de mettre. Mais voilà, on va dire que ce qui est le plus étrange dans toute cette histoire du tatouage français, c'est que la machine électrique est totalement inexistante. Elle n'existe pas, elle existe pratiquement partout ailleurs en Occident. En France, non. Je n'ai pas d'exemple de tatoueur français, même si j'ai réussi à retrouver un album qui date de ces années-là, 1920 en France. Alors peut-être qu'un tatoueur s'était intéressé à cette technique, peut-être qu'il en avait commandé aux États-Unis, je ne sais pas, en tous les cas, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Mais nos 4 tatoueurs n'ont jamais, malgré leur passé assez mouvementé, les voyages qu'ils ont pu faire, ils ont dû forcément avoir accès, au moins même avoir vu des tatouages faits à l'électricité. Mais à ma connaissance, et jusqu'à preuve du contraire, j'espère trouver, aucun de nos tatoueurs parisiens que je connaisse n'a utilisé la machine électrique.
Voilà pour ce sujet. Maintenant, je vais vous présenter quelques ouvrages. Alors, je reviens quand même sur le livre Tatoueur français, carte de visite 1960-1995, édité par Jérôme Pierrat et moi-même. Donc, un réel plaisir d'avoir fait ce livre pour vous. Vous pourrez le commander sur le site internet tatouagemagazine.fr. Retrouvez également en kiosque, bien sûr, Tatouage Magazine, dans le numéro 136. Et alors là, la grosse annonce de cette fin d'année, le guide 2020 des tatoueurs de France, avec un peu de Belge et un peu de Suisse, qui sera en kiosque début octobre. Alors cette fois-ci, sur 2000 candidatures, hein, nous avons retenu 215 tatoueurs, 1300 photos, 645 liens internet. Donc voilà, la couverture en avant-première hein, de ce guide 2020 des tatoueurs. Alors un livre qui traite du sujet... bas-fond du crime et du tatouage de William Carrucher. William Carrucher, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le tatouage, hein, quelqu'un de très intéressant. Ce livre ne date pas d'hier, puisqu'il est de 1981, mais il n'a pas pris une ride. Hein. Si ça vous intéresse, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce livre, vous le trouverez sur Amazon, sur eBay. Des fois, il faut attendre peut-être 2-3 semaines avant de le trouver, mais on le trouve pour quelques euros. Voilà. Bas-fond du crime et du tatouage. En plus, ce modèle me tient particulièrement à cœur, puisque je l'ai tatoué à la main, à la triplette, sur un de mes meilleurs amis. C'est un dessin qui vient des éditions La Roulotte, Tatouage du milieu, du docteur Lacassagne, pour les connaisseurs. Et enfin, de Jean-Louis Sellati, Les Rois du Pavé. Alors ça, c'est un livre chez Parigram. Vous le trouverez également en le commandant. Je ne sais plus combien je l'avais acheté, 19,90 €. Vous voyez, c'est pas cher. Ce livre retrace un petit peu tous les métiers étranges dont je vous ai parlé. Alors peut-être pas tous, mais il y a des photos qui sont absolument sublimes. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour sortir des photos aussi belles. Voilà, donc Les Rois du Pavé. Hein, vous pouvez... le commander sans problème, il vous explique un petit peu tous ces métiers étranges. Retrouvez-moi sur French Tattoo Museum. Toutes les semaines, hein, je vous poste à peu près 2 ou 3 photos de ma collection. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Ça fait toujours plaisir quand on voit que les gens s'intéressent à l'histoire du tatouage français. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.